Bonjour tout le monde, je me présente, Marie-Michel Lieu de la compagnie Québec Traitement. Nous sommes fiers partenaires de Baseball Québec depuis l'an. Encourager le sport chez les jeunes est pour nous très important. C'est pourquoi nous voulons remercier tous ceux qui sont impliqués dans le projet des manches supplémentaires de Prévoit. Merci à tous pour la magnifique saison et à l'année prochaine. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette manche supplémentaire sur le traitement salarial des officiels. Mon nom est Steve Duchesneau. Je suis directeur administratif de la Fédération de baseball Québec depuis maintenant 7 ans. Parcours dans le baseball, j'ai été préalablement président de la région de la Naudière de 2000 à 2007. Ensuite, j'ai été sur le conseil d'administration de la Fédération comme trésorier de 2007 à 2014 et permanent à la Fédération comme directeur administratif depuis 2014 jusqu'à maintenant, surtout en charge des finances et de la gouvernance et toutes les relations avec le ministère. La rencontre de ce soir, c'est une rencontre qui se veut une rencontre d'information sur un sujet fort d'actualité. C'est destiné à la base aux gens des associations qui se posent des questions sur le traitement des officiels et pas pour entre autres, comme pour les deux officiels qui m'ont appelé ce matin au bureau pour me dire Hey, ça a l'air que c'est à soir que tu vas dire si on doit payer de l'impôt sur nos revenus d'arbitrage. C'est pas tout à fait ça. Sans plus tarder, ben, on se lance dans la présentation. Donc, le traitement salarial des officiels. Comme je vous disais, ça s'adresse surtout au conseil d'administration qui sont membres de Baseball Québec, donc les associations, les régions, les ligues. Cette présentation-là a pour but de clarifier et d'éliminer certaines confusions qui existent dans le milieu quant au statut des officiels qui œuvrent dans les associations, les organisations de baseball mineur au Québec. C'est définitivement pas une direction de la fédération, c'est simplement l'état des faits et de la loi sur l'actuelle question qui est le traitement salarial des officiels. Tout d'abord, comme on disait, on a beaucoup de questions de part et d'autre sur ce sujet-là. C'est un sujet qui semble très épineux. Et puis, plusieurs d'entre vous ont eu vent de procédures qui ont été entamées par Revenu Québec, par la CNESST au sujet de situations similaires à Soccer Québec et à Hockey Québec. Aussi, parce qu'il y a énormément de dispositions applicables dans cette situation-là, qu'on parle du Code civil du Québec, qu'on parle de la loi sur les normes, de la loi sur les accidents de travail, de la loi sur l'impôt, on parle de Revenu Québec, de l'Agence de revenus du Canada, et également toute la jurisprudence qui ne cesse de s'ajouter sur la question. Évidemment, sachez que chaque cas est un cas d'espèce pour ces situations-là. Pour déterminer comment on doit traiter un officiel au niveau salarial, c'est toujours selon les critères qu'on se donne, comment on l'embauche, comment on le traite, comment on le subordine. Donc, c'est des choses qui sont vraiment très importantes. Mais chaque cas est différent. Et la nerf de la guerre, la base de tout ça, de toute cette réflexion-là, c'est est-ce que l'officiel est un salarié ou est un travailleur autonome? Puis on va y revenir un petit peu plus loin. Mise en garde au départ parce qu'évidemment, on marche un peu sur des œufs, sur les termes qui sont utilisés puis tout ça. C'est pas, comme je vous disais, c'est pas une directive de la Fédération. La Fédération ne met pas de directive formelle à ce sujet-là pour le moment. C'est une question très épineuse et comme il y a 50 façons de procéder, même peut-être plus parce qu'il y a 150 associations au Québec, il y a plusieurs façons de procéder, plusieurs façons de traiter les officiels et comme je vous disais, chaque situation est différente. Donc, ça dépend de l'état des faits. Donc, la qualification d'un officiel se fonde notamment sur la situation de fait entourant la relation contractuelle entre les parties, plus que sur tout autre élément. Donc, ça a été dans la jurisprudence de la doctrine. À 100%, on parle de la relation contractuelle entre les parties pour savoir si c'est un travailleur autonome ou un salarié. Donc, ça se fonde notamment là-dessus, c'est le critère numéro 1. Comme je vous disais, chaque cas est un cas d'espèce, puis ces circonstances particulières doivent être analysées. Et finalement, aucune garantie que le prochain tribunal qui entendra une cause similaire rendra une décision identique. Qu'on pense à Revenu Québec, qui peut rendre une décision, l'Agence de revenus du Canada peut rendre des décisions, la CNESST peut rendre des décisions. Bref, ils ne sont pas liés par les décisions des autres tribunaux administratifs qui peuvent survenir.
le grand principe général dans tout ça, dans toute cette question-là, à savoir comment on doit traiter les officiels, ben, c'est que tout le monde doit payer ses impôts. Au Québec, c'est un système comme ça. Tout le monde doit payer ses impôts. Tout le monde doit payer des impôts sur les revenus qu'il reçoit. Il y a quand même deux situations qui existent pour le traitement des officiels, à savoir, est-ce que l'officiel est considéré comme un salarié ou comme un travailleur autonome? Concernant le salarié, pour débuter, ce qui est un peu la situation, je vous dirais, à éviter. Je dis à éviter parce que ça peut se faire très bien, ça peut être très bien fait, mais quand on parle de salarié, ben, on parle que l'employeur ou l'association, dans la majorité des cas, doit collecter et remettre au gouvernement des déductions à la source, donc de l'assurance chômage, des RRQ, des impôts, il doit tout collecter ça sur les payes des officiels pour les remettre au gouvernement. Évidemment, nos associations mineures ne sont pas équipées tout le temps pour faire ça, gérées par des gens, des bénévoles, souvent qui n'ont pas les connaissances dans les DAS, dans toute la fiscalité. Donc, c'est une situation qui, je dirais, qui est à éviter parce que ça demande beaucoup plus de gestion. Donc, pour un salarié, si on parle de l'éviter, c'est éviter de créer des apparences d'une quelconque dépendance hiérarchique. Comme je disais, c'est la principale caractéristique de la relation employeur-salarié. La jurisprudence et la doctrine est à l'effet de façon unanime que l'élément primordial pour la qualification d'un salarié, c'est le lien de subordination qui existe entre le salarié et l'employeur. Donc, il y a des indices qui permettent de déterminer qu'il y a ou non un lien de subordination. Parmi ces indices-là, on a le contrôle et l'encadrement du travail, le contrôle de la quantité et de la qualité du travail. Quand on dit, mettons, une association locale dit à ses arbitres, vous devez me donner au moins 4 jours de disponibilité par semaine. Bien là, on contrôle leur quantité de charge de travail, donc on les subordine, on pourrait être considéré par un des tribunaux administratifs comme un salarié. Donc, pratique à éviter. On va y revenir aussi plus loin. Le mode de rémunération aussi est un indice qui permet de déterminer s'il y a ou non un lien de subordination. Propriété des outils de travail et du matériel. Si on fournit des outils comme association, donc comme employeur, ça montre qu'il y a un lien de subordination. Ensuite, toujours, il y a des indices qui permettent de déterminer qu'il y a ou non un lien de subordination. Il y a le paiement des formations et frais de déplacement. Si on paye les formations des gens qu'on emploie, malheureusement, c'est comme si c'était des salariés pour nous. Malheureusement, dans un contexte de pénurie d'officiels comme on le vit présentement, c'est un des beaux incitatifs qu'on a de payer les formations des arbitres. Malheureusement, c'est pas recommandé si on ne peut pas le considérer comme des salariés. Parce que je reviens toujours avec l'exemple d'un électricien. Un électricien qu'on engage, lui, c'est vraiment un travailleur autonome, c'est pas un salarié parce qu'entre autres, on ne paye pas sa formation, on ne paye pas ses outils. Donc, c'est un peu le même exemple. L'obligation d'effectuer soi-même le travail ou la possibilité de se faire remplacer sans demander l'autorisation de l'organisation, ça fait aussi partie des indices qui permettent de déterminer s'il y a lieu ou non d'un lien de subordination. L'obligation d'assister à des réunions, c'est aussi un autre indice. Le pouvoir de sanction sur les performances du salarié, l'exercice d'un pouvoir de discipline et les évaluations de rendement. Si un arbitre se débouque tout le temps, vous pouvez pas, si vous le sanctionnez, c'est comme, encore une fois, vous montrez que vous avez un lien de subordination sur lui, donc que vous êtes son patron. Alors, ça montrerait qu'il y a un lien de subordination qui existe, donc que cette personne-là peut être considérée comme un salarié. Autre chose, l'exclusivité des services de l'employeur. Si vous obligez un arbitre à arbitrer juste pour vous, juste pour votre association, encore là, vous le subordonnez. C'est comme si vous créez un lien hiérarchique, alors qu'un travailleur autonome, dans la vraie vie, pourrait offrir ses services à tout le monde, comme mon exemple de l'électricien. Donc, en résumé, pour le salarié, si on veut éviter ça, c'est si l'employeur contrôle le quoi, le qui, le où, le quand, puis le comment, on est en situation d'un salarié. Par contre, si on va du côté des travailleurs autonomes, les grands principes,
ben, il est libre de travailler où il désire, il est libre de travailler quand il désire, il est libre de travailler pour les clients qu'il veut. Il n'y a pas de lien de subordination ou de loyauté envers son client. Il peut se faire remplacer facilement sans autorisation. Ça, c'est les grands principes à retenir pour déterminer que quelqu'un est vraiment un travailleur autonome. Quand on dit il est libre de travailler où il désire, puis quand il désire, ben, je reviens avec le système d'appointage, exemple Sportdoll ou un système similaire, où les arbitres, ils donnent leur disponibilité dans cette plateforme-là. Donc, ils offrent le service, et en plus, après ça, l'association va lui assigner des parties. Donc, tout ça est parti de la volonté du travailleur d'offrir des disponibilités. Donc, ça aiderait à le considérer comme un travailleur autonome. Au niveau de Revenu Québec, il y a une directive qui a été émise en 2018 qui touchait le hockey junior majeur au Québec. Il avait fait des vérifications à savoir si les officiels, marqueurs, arbitres devaient être considérés comme des salariés ou comme des travailleurs autonomes. Selon cette directive émise-là en 2018, les officiels effectuent des activités commerciales. Donc, ça, c'était la base vraiment. On dit une activité commerciale, les arbitres font ça vraiment pour recevoir de l'argent. C'est une activité qui leur permet de gagner de l'argent. Donc, c'est une activité commerciale. Ensuite, quand on parle d'activité commerciale, est-ce que c'est dans le but d'un salarié ou est-ce que c'est pour un travailleur autonome? Donc, cette jurisprudence-là d'Hockey Québec, on disait que les personnes là, qui étaient, même les chronométreurs, marqueurs officiels, c'était des travailleurs autonomes parce qu'il y avait une absence d'un lien de subordination significatif. Donc, un peu des critères, tantôt que je vous ai parlé, bien, la Ligue junior majeure du Québec respectait ces critères-là. Et puis, Revenu Québec est venu dans le dossier pour dire oui, c'est une activité commerciale. Évidemment, ça devient imposable parce que c'est une activité commerciale, mais c'est correct de les traiter comme des travailleurs autonomes parce qu'il n'y a pas de lien de subordination significatif. Évidemment, une fois qu'on les considère comme des travailleurs autonomes, ben, ces gens-là, ils doivent évidemment déclarer leurs revenus, là, mais ils peuvent ensuite déduire des dépenses, comme leurs dépenses d'équipement, leurs dépenses de repas quand ils allaient faire un match ou toutes ces choses-là. Donc, ce qui fait en sorte qu'avec cette décision-là, Revenu Québec, mais les associations et les ligues devraient donc émettre un T4A après avoir versé 500 $ et plus en honoraires à l'officiel dans l'année civile. Donc, puisque c'est des travailleurs autonomes, on parle d'un T4A. Donc, aussitôt qu'on leur verse 500 $ et plus dans une même année, ben, on devrait leur verser un T4A. Et ça ne veut pas dire que ceux qui gagnent en bas de 500 $ ne sont pas imposables. Au Québec, comme je vous disais, c'est un régime d'autodéclaration, d'autocotisation. Tout le monde doit déclarer ses revenus. Toutefois, le T4A, ben, il fait en sorte que c'est un peu plus gênant pour l'arbitre s'il décide de ne pas les déclarer parce que le T4A est enregistré directement à Revenu Québec. Donc, Revenu Québec reçoit une documentation qui dit que l'arbitre a quand même gagné plus de 500 $. Mettons, c'est 800 $. Le T4A, c'est au montant de 800 $. Et on dit que le travailleur autonome a la responsabilité d'indiquer dans sa déclaration de revenus tous ses revenus provenant de ses activités d'arbitrage. Bien, comme je disais, tout le monde est responsable de déclarer ses revenus, tant dans l'arbitrage que dans la job de tous les jours. Mais vous comprenez déjà qu'il y a des avantages vraiment importants, notamment au niveau de la déduction des dépenses, à devenir des travailleurs autonomes. En conclusion, pour ce dossier-là, ben, ce n'est pas une norme généralisée provinciale. Comme je disais, il y a beaucoup de façons de faire qui fait que ce n'est pas toujours facile de les considérer comme des travailleurs autonomes, notamment pour ceux qui payent l'équipement, pour ceux qui payent les formations. Ensuite, ben, je disais encore qu'il n'y a pas de garantie qu'un autre tribunal va décider un jour, selon les propres faits au dossier, que l'officiel ne sera pas considéré comme un salarié au sens de la loi. Il y a actuellement une décision rendue dans le soccer en 2020 par la CNESST qui disait que les arbitres de cette association-là qui s'est fait vérifier étaient des salariés pour diverses raisons, mais Soccer Québec est présentement en contestation. Donc, on attend impatiemment les résultats de cette décision-là, mais c'est la première fois qu'une décision était en faveur du salarié. Donc, pas un travailleur autonome, mais un salarié. Alors, on est à l'affût de cette décision-là qui devrait être rendue probablement dans les prochains mois, mais on espère que ça sera contesté. Puis,
Soccer Québec et les avocats du regroupement Loisirs Québec mettent tout en leur pouvoir là, pour que ça soit contesté, pour qu'on revienne à les traiter comme des travailleurs autonomes. Cependant, pour vous donner le plus de chances possible d'être toujours considérés comme des travailleurs autonomes, voici quelques bonnes pratiques à adopter pour éviter la création d'un lien de subordination. En fait, les recommandations sont les suivantes. Que tous les officiels payent leur formation, accréditation et équipement eux-mêmes. Comme je vous disais, c'est vraiment, vraiment poche parce qu'on est en pénurie d'officiels présentement et c'est un bel incitatif que de payer l'équipement puis la formation. Il faudrait peut-être penser à quelque chose d'autre, mais ça ici, si on paye leur équipement puis leur formation, bien, ça montre qu'ils sont nos subordonnés puis qu'ils travaillent pour nous, donc sont des salariés. Selon l'entente de travail, les frais de déplacement peuvent être remboursés aux officiels par l'organisation. Donc, évidemment, toujours dans la mesure légale, là, toujours dans le gros bon sens. Là. Vous ne pouvez pas, autrefois, quand vous donniez 40 à un arbitre pour arbitrer, vous ne pourriez pas dire que c'est 40 de déplacement puis 0 d'honoraire. Évidemment, ça ne fait pas de sens. Mais un bon mix de tout ça pourrait faire la job. Évidemment, si vous donnez 30 d'honoraire puis 10 de déplacement, ben, il ne faut pas que l'arbitre aussi, quand il va rembourser ses impôts, qui réclame aussi, qu'il déduise 10 de déplacement. Si le déplacement a déjà été payé par l'association, il ne va pas aussi déduire de ses dépenses à la fin. Que les officiels aient le droit de refuser une assignation avec un délai raisonnable, évidemment, sans sanction ou mesure. Donc, si un arbitre se débook avec un délai que votre association met en place, ben, pas le sanctionner. Donc, si vous le sanctionnez, ça montre qu'il y a un lien de subordination. Que les officiels soient libres d'arbitrer dans plusieurs associations et ou ligues selon leurs désirs. Donc, pas les restreindre à... C'est encore plus facile si vous ne payez pas leur formation. L'autre fois, c'était un incitatif de dire « Je paye ta formation, mais tu vas juste arbitrer chez nous, tu vas juste être disponible chez nous. » Mais ça, ce n'est pas une bonne pratique. Donc, que les arbitres soient libres d'arbitrer où ils veulent pour plusieurs associations, bien, ça renforce encore plus le point de travailleur autonome. Donc, un travailleur autonome peut travailler pour plusieurs personnes. Les officiels peuvent se faire remplacer à tout moment par un autre officiel détenant l'accréditation nécessaire. Encore là, c'est une recommandation. Si vous bouquez un arbitre de niveau 3 sur un Bantam 2A, ben, si lui, la veille du match, il ne peut plus, il y a un empêchement et il ne peut plus le faire, ben, qu'il puisse se faire remplacer lui-même par un autre niveau 3 de ce coin-là, de l'association ou un autre niveau 3 qui a été préalablement, je dirais, formé au même niveau que lui. Là. Assigner selon les disponibilités offertes par les officiels eux-mêmes afin qu'ils soient libres d'accepter ou refuser celles-ci. Mais c'est un peu ce que je vous disais tantôt aussi avec Sportle. L'arbitre donne ses disponibilités, puis ensuite l'association va aller le booker dans le respect des disponibilités. Et puis, finalement, ben, c'est un peu plate, là, mais l'émission de T4A après avoir versé plus de 500 à l'officiel dans l'année civile. T4A, je vous rappelle, c'est pour un travailleur autonome. C'est des recommandations qui sont un peu plates, mais c'est des recommandations qui font en sorte que vous risquez, si vous vous faites vérifier, parce que personne n'est à l'abri. Là. Ça a commencé au soccer, ça a commencé au hockey, le baseball va y arriver, c'est certain. Vous n'êtes pas à l'abri de Revenu Québec ou de quiconque, la CNESST, communique avec les associations pour vérifier si vous faites les choses convenablement. Malheureusement, il y a souvent des amendes, il y a des pénalités là-dessus, il y a des intérêts sur les pénalités. Donc, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Mais je vous répète encore une fois, ce n'est pas Baseball Québec qui décide qu'il faut émettre des T4A ou qui décide qu'il faut déclarer les revenus. C'est vraiment la société, c'est vraiment le gouvernement qui est fait comme ça. C'est un système d'autodéclaration, autocotisation. Donc, tout le monde doit déclarer ses revenus lorsqu'il fait ses impôts à la fin de l'année. Alors, je vais juste départager mon écran, puis je vois qu'il y a comme 4 questions sur le chat. Je vais aller voir ça. On va essayer d'y répondre. Évidemment, je vais répondre dans la mesure du possible. Vous avez mentionné que le mode de rémunération peut être un indice pour savoir si le lien en est un de salarié. Et quels sont les modes qui sont à défavoriser? Bonne question, bonne question.
Laissez-moi y penser puis revenir. Pouvez-vous énumérer les dépenses que les arbitres pourront déduire, s'il vous plaît? Car là, c'est pas moi qui dis c'est quoi les dépenses qu'on peut déduire, mais c'est toutes les dépenses, c'est défini dans la loi, c'est toutes les dépenses que le travailleur autonome doit encourir pour gagner son revenu. Donc, si il faut que j'ai un téléphone cellulaire, s'il faut que je m'habille, j'achète de l'équipement pour faire mon travail, s'il faut que je fasse réparer mon équipement, s'il faut que je me rende à un endroit, je peux déduire du kilométrage. Donc, toutes les dépenses raisonnables encourues pour gagner mes revenus. Mon association d'arbitres de basketball de Montréal a été condamnée à payer plus de 15 000 pour des cotisations non payées suite à une demande d'indemnisation d'un officiel. Quelles sont les protections des associations si une telle situation arrive? Les associations membres de baseball sont tous couverts par une assurance responsabilité administrateur et dirigeant, mais dans un cas comme ça, c'est important de bien se renseigner puis de faire les choses correctement parce que si c'est l'association qui a fait une faute, ben, malheureusement, il va falloir assumer la faute. Si quelqu'un ne fait pas ce que la loi exige, ben, malheureusement, ça va d'abord être assumé. La réponse est plate, là, mais c'est pas une tâche à prendre à la légère. C'est vraiment quelque chose d'assez important. Là. Un courriel aux participants avec une liste des dépenses déclarables serait apprécié, s'il vous plaît. Ben, comme je dis, moi, je peux pas émettre une telle liste. Là. C'est vraiment, vous devez y aller avec la loi, c'est toutes les dépenses encourues pour gagner votre revenu. Pourrions-nous recevoir le PowerPoint pour partage de notre CA? Oui, on va le publier. Puis même cette présentation vidéo-là va être d'ici quelques jours là, sur la page YouTube de la Fédération. Est-ce qu'il y a une différence en fonction de l'âge de l'officiel? Non, il n'y a pas de différence. En fait, tout le monde doit payer ses impôts, tout le monde doit recevoir la documentation appropriée, sauf qu'on sait bien que quelqu'un qui est étudiant, qui n'a pas de travail officiel dans la vie, qui n'est pas travailleur permanent quelque part, mais ça va être son seul revenu, l'arbitrage, bien évidemment, les déductions vont être beaucoup moindres. Là. Puis pour la plupart, ils ne paieront pas d'impôts du tout lorsqu'ils vont faire leur rapport d'impôt. Donc, c'est encore plus intéressant là, pour eux de faire ça correctement. Là. Est-ce que nous pourrions payer un arbitre adulte plus cher qu'un arbitre de moins de 18 ans? Exemple, faire signer des contrats individuels. Ça peut être une pratique envisageable que je ferais valider probablement avec un fiscaliste si j'étais vous avant. Mais payer quelqu'un plus cher parce que son taux d'imposition est plus élevé, pas sûr que ce soit totalement légal, mais je ferais vérifier ça si j'étais vous là avant de le faire, par les fiscalistes ou par les représentants légaux. Si je suis considéré comme ayant un lien d'emploi ou travailleur autonome, suis-je couvert dans l'éventualité où je me blesse pour mes pertes de revenus? Comme membre de Baseball Québec, les officiels sont couverts par l'assurance responsabilité. C'est sûr. Ça fait partie, le coût de l'assurance est inclus dans le coût d'adhésion de l'arbitre, dans le coût de formation. Excellente présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Je crois que Bilal est en train d'écrire quelque chose. Donc, en attendant, comme je vous disais, rien de sorcier là-dedans. Tout ce que je fais, c'est vous élaborer un petit peu où est-ce que la loi en est, puis ça change d'année en année. J'ai encore eu une discussion, hier matin, avec nos avocats à nous sur le sujet. Puis, ils faisaient rapport que Revenu Québec est même en train de vérifier pour des associations présentement de soccer et de hockey, mais de la façon dont vous recrutez vos officiels. Si vous faites une page sur votre page Facebook d'association, mettez un message, hey, on recrute des officiels, viens travailler pour nous. Ben, quand on parle de notion de travailleur, tout de suite, c'est lié à la définition de salarié. Donc, ils vont aussi loin que de regarder sur vos sites web, de regarder sur vos médias sociaux. Donc, ils vont vraiment aller à la source pour voir si vous recrutez vraiment des employés ou si vous voulez faire affaire avec des travailleurs autonomes.
salaire minimum versus salaire des officiels, des recommandations ou obligations envers nos organisations. C'est définitivement pas le sujet de la présentation d'aujourd'hui parce que c'est pas quelque chose que je suis au courant non plus. Je n'ai pas approfondi ce sujet-là. Malheureusement, là, je pourrais pas vous dire. Ce qui avait été à la base mentionné dans la jurisprudence de la Ligue junior majeure du Québec, ça avait été essayé pour voir. Ah non, c'était sur une autre jurisprudence au sujet d'un centre de hockey-ball intérieur où les arbitres et les marqueurs étaient payés des montants comme 15 par partie qui durait 1 heure. Ben, eux autres, ils prétendaient que c'était un salaire qui n'était vraiment pas assez élevé pour être vraiment un salaire, justement, parce que c'était vraiment plus bas. Puis à ces salaires-là, ils ont dit que c'était quand même considéré comme une activité économique. Donc, que peu importe si c'est juste en bas du salaire minimum ou c'était quand même une activité économique. Comment on fait pour recruter si on ne peut pas publier sur Facebook? Ben, en fait, il y a plusieurs façons de recruter. Le bouche à oreille est toujours une bonne façon, mais vous pouvez encore recruter sur Facebook. C'est juste que vous ne pouvez pas chercher des salariés, vous devez chercher des officiels pour votre prochaine saison, mais sans parler de salariés, sans parler de lien de subordination. Il faut toujours faire attention à comment on joue avec les mots. Donc, dire que vous allez utiliser des arbitres la saison prochaine, puis qu'on aurait besoin de grossir le bassin de travailleurs autonomes arbitres, ça peut être une bonne chose. Toujours dans le choix des mots que c'est super important. Pourquoi ne pas avoir une grille de paiement unique à l'échelle provinciale? On pourrait ainsi avoir des déductions fiscales et autres déductions automatiquement. On minimiserait le risque de poursuite pour non-paiement de CSST ou autres déclarations. Ben, parce que ce n'est pas toutes les associations qui ont les mêmes tarifs, puis on ne peut pas avoir une grille provinciale. Il y a des associations que c'est la ville qui paye l'arbitrage, il y en a que c'est l'association, il y en a que c'est d'autres. On ne peut pas avoir quelque chose d'unique. Même dans la même région, parfois, ils ont de la misère à avoir tous des tarifs uniques. Imaginez au niveau provincial comment ça pourrait être complexe. Merci Bilal pour les bons commentaires, bien appréciés. Quels sont les frais pour émettre un T4A? Est-ce qu'il faut passer par un comptable ou le trésorier de l'association peut le faire? Richard, ce n'est pas une information que j'ai. Je pourrais par contre te la trouver. Pas certain qu'il faut passer par un comptable. Je crois que c'est quelque chose. On peut trouver facilement le formulaire en ligne. Et puis, comme Nadine dit, tout le monde peut faire un T4A. Bon. Et Claudie Saint-Pierre dit aussi que ce n'est pas très compliqué. Merci, Claudie. Merci, Nadine. Donc, même au niveau provincial, j'émets des T4A chaque année, mais c'est notre service de la paie qui les émettait là, pour nous. Donc, je n'avais pas cette donnée, mais merci à Nadine et Claudie qui peuvent nous aider avec ça. Le trésorier peut le faire et le sommaire T4A est très facile à remplir également. Tout à fait. Oui, évidemment, le relevé 1 aussi, là, au fédéral, Nadine, ou au provincial, l'un ou l'autre. Au provincial, merci beaucoup. Très apprécié. Donc, pour ma part, ça complète. Comme je vous disais, c'est pas la présentation la plus hop la vie, la plus sexy, sur un sujet le plus sexy qu'on peut avoir, mais malheureusement, il y a des, comme je pense que c'est Hugues tantôt que tu as mentionné, il peut y avoir des conséquences vraiment, vraiment plates à se faire prendre avec des mauvaises pratiques. Ça met en danger nos administrateurs puis nos arbitres aussi, évidemment. À quel endroit c'est disponible. Si ce n'est pas là encore, ça va l'être, ce ne sera pas long, Caroline. Audrey au bureau est là-dessus. Sinon, vous pouvez écrire à Lessard, en commercial baseballquebec.qc.ca. Audrey Lessard, notre coordonnatrice des communications, est en charge de ce dossier-là, donc ça ne devrait pas tarder, ça devrait être en ligne. Présentation par courriel. Je vais voir si j'ai. Je crois que j'ai les adresses de courriel. Oui, quand vous êtes inscrit, j'ai les adresses de courriel. Oui, je peux vous l'envoyer, pas de problème. Est-ce que les administrateurs peuvent être tenus personnellement responsables pour les DAS? Question très épineuse, qui n'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui, mais je serais porté à dire que oui. Autant les impôts que les TPS TVQ, mais ça ne touche pas, là, mais ouais. Donc, en ce qui me concerne, ça complète.
Je vous souhaite, oui, Richard, je m'en occupe. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'espère que ça vous aura au moins éclairé un peu. Puis, je vous souhaite une excellente saison de baseball. On vous revient avec d'autres dossiers aussi palpitants d'ici le début de la saison. Donc, à bientôt. Merci, bonne soirée.